Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui traitera des résultats du projet Open Dialogue on AI Ethics. Je m'appelle Fatima Gabriela Salazar-Gomez et je suis responsable à la mobilisation citoyenne chez MILA, Institut québécois en intelligence artificielle à Montréal. Et je serai aujourd'hui accompagnée de Camille Lantaigne, chercheure en IA et analyste chez Algoralab, et de Pauline Noiseau, coordonnatrice scientifique chez Algoralab. Camille nous fera le plaisir de vous présenter, dans le fond, les résultats de cette délibération, de cette consultation aussi, et nous fera aussi une analyse comparative de la première version du document officiel de l'UNESCO et de la deuxième version qui fait suite à la consultation mondiale qui a eu lieu cet été. Quant à Pauline, elle nous fera un plaisir de vous présenter la méthodologie, donc le processus de délibération que nous avons utilisé. Donc, qu'est-ce que c'est le Open Dialogue on AI Ethics? C'est important de comprendre que Open Dialogue on AI Ethics est un projet qui s'inclut, en fait, qui participe à la consultation internationale sur les enjeux éthiques qui était organisée cet été, donc au mois de juillet 2020, par l'UNESCO. Il existe 3 volets à cette consultation et nous faisons partie du 3e volet, dans le fond, qui est le volet vraiment délibération, une délibération ouverte, multipartie et citoyenne, soutenue, c'est important de le préciser, soutenu par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. C'est bien important de comprendre que ce projet-ci est une initiation du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada dans le but de vraiment mobiliser la société civile à travers des ateliers délibératifs et des webinaires. Donc, le Open Dialogue on AI Ethics délibère sur quoi? En fait, le Open Dialogue on AI Ethics, les participants ont eu la chance de délibérer sur le document officiel proposé par l'UNESCO, qu'il est possible de retrouver sur leur site Internet et que vous trouverez aussi dans le descriptif de notre vidéo. Donc, ils ont délibéré sur ce document qu'on appelle la recommandation, qui a pour but d'aider les États membres à réguler et à gouverner les enjeux éthiques sur l'IA dans chaque État. Donc, au total, c'est plus de 48 événements qui ont été organisés, donc vraiment 48 ateliers délibératifs, dont 37 ateliers délibératifs et 11 webinaires dans plus de 54 pays. De ces 37 ateliers délibératifs, 2 ateliers étaient non mixtes et avec une perspective et un regard féministe. Ça a été vraiment une décision importante à prendre puisque lors du projet pilote, dans le fond, le projet qui nous permet de tester notre méthodologie, nous avons pu nous rendre compte que la parole des femmes, en fait, les femmes ont tendance à parler moins lorsqu'il y a une majorité d'hommes dans un processus de délibération. On pouvait compter en moyenne 12 minutes pour les hommes et en moyenne 4 minutes chez les femmes. Donc, on voit vraiment un écart très important. Et nous avons donc pris la décision d'organiser, de faire vraiment un test, dans le fond, d'organiser des ateliers délibératifs avec un regard féministe aussi parce que, comme vous devez sûrement le savoir ou peut-être pas, la place des femmes en IA, elle est très petite. On compte plus de 22% des femmes simplement participent dans le domaine de l'IA. Et on sait très bien que la moitié de la population s'identifie au genre femme. Pour nous, c'était aussi important, pas simplement de créer un espace sécuritaire, mais d'aborder l'IA à travers un regard et de voir comme féministe, c'est-à-dire comment l'IA impacte la condition de vie des femmes, puis aussi de donner la parole à ces mêmes actrices, de dire comment l'IA vous impacte aujourd'hui même, au quotidien. Donc, au total, c'est 611 participants que nous avons eus, dont 51% d'hommes et 49% de femmes. Nous pouvons dire que la parité a été atteinte. Et je vais vous parler maintenant à présent du besoin d'avoir des facilitateurs et des facilitatrices locaux. Sachez que Pauline fera un retour beaucoup plus précis sur la place de ces acteurs-là. Mais moi, je tenais vraiment à parler du rôle majeur que vous avez eu au sein de ce processus. C'est principalement avec moi que vous avez échangé, ou Vincent, qui était aussi mon coéquipier dans ce processus de mobilisation des acteurs locaux dans différents pays. Puis c'est important de comprendre aussi que la consultation devait se faire
tout d'abord en présentiel. Mais compte tenu de la situation sanitaire mondiale, nous avons dû vraiment repenser comment allait se faire les ateliers délibératifs. Donc, vraiment, le facilitateur et la facilitatrice ont été des actrices et des acteurs majeurs dans ce processus de délibération et de consultation. Sans leur dévouement et implication, on n'aurait pas eu la qualité des résultats, puis on n'aurait certainement pas eu un nombre aussi élevé de participants. Donc, vraiment, quand je parle de 611 participants, je pense de 611 personnes que vous, les facilitateurs et les facilitatrices, avez réussi à mobiliser au courant de tout ce processus. Puis, donc, c'est ça. Qu'est-ce que le facilitateur et la facilitatrice font? Bien, ils font du recrutement des participants. Donc, c'est eux qui ont le devoir principal de recruter les gens. Ils ont aussi un lien étroit avec la communauté, donc un lien que nous, on ne pouvait pas avoir compte tenu de la situation. Puis aussi, ça a été beaucoup plus difficile pour nous de réellement mobiliser des acteurs de la société civile, considérant que nous ne vivons pas dans ces pays-là, considérant que probablement nous n'avons pas nécessairement des réseaux développés dans chaque pays du monde. Aussi, le facilitateur facilitatrices font un travail vraiment important en termes de transfert de connaissances et même de mobilisation des connaissances. Quand je parle de transfert de connaissances, c'est que plusieurs outils leur étaient offerts. Donc, on parle d'un guide de délibération, on parle d'un guide à la prise de notes, guide d'animation, on parle aussi d'un résumé de la recommandation offerte faite par l'UNESCO et aussi un lexique. Donc, on leur envoie un document qui est toujours une synthèse, sur les recommandations par thématique. Donc, ils ont beaucoup de documents à lire et ils doivent faire preuve de synthèse lors du moment de délibération parce qu'ils doivent s'assurer que tous les participants, lorsqu'ils participent à la délibération, ont bien compris qu'est-ce que c'est l'IA, qu'est-ce que c'est la boîte noire, puis aussi qu'ils ont un regard assez général sur qu'est-ce que c'est des enjeux éthiques et comme qu'est-ce que c'est aussi le processus de délibération? Parce que c'est pas pareil qu'un processus de consultation où est-ce qu'on doit arriver à un consensus, mais on doit vraiment délibérer de nos besoins ensemble pour arriver justement à proposer des commentaires maintenant sans nécessairement arriver à des consensus. Donc, c'est aussi plus de 38 facilitateurs et facilitatrices que nous avons formés. Je pense aussi que le facilitateur, la facilitatrice, quand je parle aussi de transfert de connaissances, je veux dire qu'ils ont un rôle aussi de traducteur. Parce qu'il faut savoir que malgré le fait que nous avons offert des documents dans plusieurs langues, donc en français, en anglais, en espagnol, en arabe, en mandarin, en portugais, certains de nos documents, donc on pense vraiment au sondage post-délibération qui nous permettait d'évaluer les effets de la délibération, eux n'étaient malheureusement pas offerts dans toutes les langues. Donc, certains facilitateurs, je pense notamment à des facilitateurs au Brésil et en Chine, nous ont offert la possibilité de traduire ces sondages-là pour s'assurer que que les participants pouvaient répondre aux sondages et qui auraient pu participer réellement à tout le processus de délibération parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui parle le français, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise l'anglais ni l'espagnol. Et que l'on considère, en tout cas, c'est vraiment une présomption de penser que c'est des langues parlées par tout le monde. Et aussi, le facilitateur, c'est un expert pour nous. Hein? C'est lui qui connaît réellement le contexte sociopolitique, le contexte culturel de son pays. Fait que, parfois, même quand on leur donnait des thématiques, ils pouvaient nous faire un retour en disant, écoutez, en ce moment, on a vraiment un problème de désinformation compte tenu de la crise sanitaire. Je pense que ça serait vraiment plus pertinent de parler de désinformation, à même titre que les gens voudraient dire, nous, on pense vraiment que ce serait beaucoup plus pertinent de parler d'enjeux environnementaux parce que les gens ne réalisent pas quels sont les enjeux environnementaux que ça implique. Faire simplement un webinaire via Zoom, faire l'utilisation de notre téléphone, combien ça consomme. Fait, ils avaient aussi un rôle d'expert pour nous aider à choisir les thématiques. Parfait. Merci beaucoup, Fatima. Donc, c'est ça. Avant de parler peut-être des deux processus, les deux méthodologies que nous avons proposées pour la délibération, je vais revenir sur le contexte. D'abord, il faut rappeler que cet instrument-là, qui a été proposé par l'UNESCO, est le premier instrument normatif à l'échelle internationale et qui vise à réguler le développement de l'IA. Et c'est un document vraiment sur l'éthique de l'IA. Donc, c'est une première étape, disons, c'est sans précédent dans la mesure où c'est la première fois qu'une instance des Nations Unies se dote d'un instrument normatif sur l'éthique de l'IA.
Ça, c'est la première chose. Donc, comme l'a dit Fatima dans la première partie, l'UNESCO a mis en place 3 processus, dont le nôtre, je vais revenir à la fin, pour justement nourrir cet instrument normatif. Alors, d'où est venu d'abord cet instrument normatif? Donc, ça a été proposé lors de la 40e conférence générale de l'UNESCO qui avait eu lieu en novembre 2019, donc il y a une année maintenant. Et à partir de après cette conférence générale, finalement, l'UNESCO décide de se doter d'un comité d'experts composé de 22 experts et expertes issus du monde entier sur l'éthique de l'IA. Donc, il y avait des philosophes, des chercheurs en IA, des éthiciens, des sociologues, des psychologues, etc. Donc, un comité d'experts vraiment quand même assez diversifié, mais ce sont des experts. Et donc, ces experts-là avaient le mandat, la charge d'écrire la version préliminaire. Donc, nous, on parle de première version, mais en soi, c'est une version préliminaire. C'est le terme exact, la version préliminaire de l'ensemble des recommandations de l'UNESCO. Donc, c'est pas un ensemble de... Il y avait des principes dans le document, mais c'est surtout des recommandations. Donc, évidemment, Camille va en reparler un peu plus tard dans l'analyse, mais c'est ça. Donc, après la formation de ce groupe expert, après la rédaction de cette version préliminaire, ils décident de mettre en place 3 grands processus qui vont venir nourrir cette version préliminaire. La première, c'est une consultation publique en ligne. Donc, c'était un questionnaire principalement. Donc, vous aviez en fait en ligne la recommandation de l'UNESCO et vous pouviez commenter, ajouter des commentaires, amender finalement le texte, ajouter des choses, faire des nouvelles propositions. Mais c'est un processus quand même assez lourd parce que la recommandation de l'UNESCO est un texte juridique quand même lourd à lire qui nécessite certaines compétences pour la lire. Donc, c'était un processus en ligne, mais qui était toutefois accessible à tout le monde. Ensuite, il y a eu des consultations régionales et nationales. Donc là, ce sont les États membres directement qui étaient responsables d'organiser des consultations au sein de leur État. Et enfin, le processus de délibération ouvert, multipartite et citoyen, soutenu par le gouvernement du Québec et du Canada et diverses institutions de recherche du Canada et du Québec. Donc là, on pense au Fonds de recherche du Québec et au Centre de recherche, enfin, au Fonds de recherche des sciences humaines du Canada. Donc ça, c'est notre processus à nous, comme l'a dit Fatima. Donc c'est un processus qu'on a mené durant 2 mois. Je vais revenir après sur l'échéancier, mais qui visait principalement à nourrir le processus de l'UNESCO par le biais de nouvelles expertises, en tout cas d'expertises différentes, qui étaient celles des experts de l'UNESCO, qui sont souvent des personnes issues du milieu académique, et les consultations qui étaient menées dans le cadre des États, parce que ce sont les États qui organisaient par eux-mêmes les consultations. Donc nous sommes passés par différents réseaux, je vais y revenir un peu plus tard, et qui visaient justement à avoir une pluralité des connaissances, des expertises, des points de vue, afin de nourrir autrement le processus de l'UNESCO. Un autre point aussi, avant de passer à la prochaine slide, c'est de dire que nous avons organisé, en fait, nous avons séparé ou distingué plutôt le texte de l'UNESCO par thématique. Nous avons distingué 6 thématiques majeures ou importantes, déterminantes dans le texte, et les ateliers de délibération est organisés à travers ces 6 thématiques pour toucher ou en tout cas délibérer sur l'ensemble du texte, tout en conservant une distinction de thématiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on a été choisi pour mener cette délibération? Parce que ça s'inscrit dans la continuité d'une expertise délibérative en éthique de l'IA qui est celle de la Déclaration de Montréal. Donc, la Déclaration de Montréal est un processus qui a été initié par l'Université de Montréal en 2017 et qui a abouti à la formulation de 10 principes éthiques en 2018, en novembre ou décembre 2018 plutôt. Donc, c'est un processus d'une année de consultation citoyenne, d'ateliers délibératifs. On a tenu plus d'une quinzaine d'ateliers délibératifs pendant 1 an, avec des parties prenantes, avec des citoyens non formés à l'éthique de l'IA, avec différents acteurs et actrices du milieu et pas nécessairement du milieu de l'IA. Donc, on avait en fait différentes thématiques, le travail, l'éducation, la culture, peu importe. Et le but, c'était justement de mener pendant 1 année un ensemble de consultations, un ensemble d'ateliers délibératifs, justement, pour faire émaner pas une expertise, mais en tout cas une orientation commune, et ce qui aboutit finalement à la formulation de 10 principes éthiques. Donc la Déclaration de Montréal a évidemment été, c'est un cadre éthique, hein, ce n'est pas un cadre normatif, c'est un cadre éthique qui a été signé par des instances comme la Ville de Montréal par exemple, comme plusieurs entreprises à Montréal mais aussi au Québec, aussi à l'international, il y a aussi des écoles, je pense notamment à des cégeps qui ont signé la Déclaration de Montréal. La Déclaration de Montréal a aussi été
à l'origine, en tout cas, est vue comme une référence à la fois en consultation citoyenne, à la fois en éthique de l'IA et à la fois en cadre éthique sur l'éthique de l'IA, en tout cas comme cadre sur l'éthique de l'IA par plusieurs organisations internationales, je pense notamment à l'OCDE et aussi à l'UNESCO. Donc c'est un processus extrêmement important dont nous sommes finalement les héritiers, puisque notre laboratoire est dirigé par Marc-Antoine Dillac, qui est l'un des initiateurs principaux de la Déclaration de Montréal. Un autre point aussi, c'est que Montréal est considéré comme vraiment un pivot extrêmement important actuellement dans les recherches en IA, notamment par le biais de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, qui est dirigé par Joshua Benjo, le scientifique le plus cité au monde quand même, l'un des 3 pères de l'apprentissage profond. Donc nous avons vraiment la chance d'avoir à Montréal des expertises qui créent une synergie très particulière en éthique de l'IA, d'où notre implication dans ce projet. Donc, pour revenir sur la chronologie, sur l'échéancier, donc nos premières relations avec l'UNESCO ont commencé à la fin de l'année 2019. Donc, comme je le disais, la conférence générale a eu lieu en novembre 2019 et nous avions commencé à avoir des relations avec l'UNESCO durant l'été 2019 et ça a abouti finalement, ça a duré une année, hein, ça a pris beaucoup de temps. Donc, avant d'avoir la confirmation officielle, finalement le go qui nous a permis de nous lancer officiellement dans cette consultation, dans cette délibération, nous avions développé tout le matériel délibératif. Donc là, on a développé les guides. Donc le guide de délibération, c'est un document, comme l'a dit Fatima, qui est disponible en ligne, qui est disponible en 8 langues et qui se veut être un outil d'incapacitation sur l'IA, sur l'éthique de l'IA et sur la pratique délibérative. Donc vraiment, ces 3 compétences qui sont ciblées. C'est un outil qui se veut aussi de vulgarisation, qui est accompagné d'illustrations, de définitions, de notions clés et vraiment qui est là pour préparer les citoyens à la délibération parce que l'on sait que la délibération, ce n'est pas une simple discussion, c'est un échange d'arguments informés et pour créer, ou en tout cas pour développer un argument qui soit éclairé, qui soit informé, qui apporte quelque chose à la communauté, il faut qu'il s'appuie finalement sur un ensemble de connaissances et ce guide-là finalement était une sorte de base sur lequel les participants ont pu se poser. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça. Donc, de 2019 jusqu'à juin 2020, nous avons développé les guides. Donc, il y a les guides de délibération, mais il y a aussi les guides à la prise de notes, les guides à la facilitation, très importants. Comme l'a dit Fatima, les facilitateurs et la facilitatrice ont joué un rôle vraiment extrêmement important, majeur, dans la relation que nous entretenions finalement avec les participants. Finalement, nous sommes toujours passés par l'intermédiaire qui était celui de la facilitatrice ou du facilitateur. Donc, c'est ça. Donc, le 1er juillet, nous avons la confirmation officielle de l'UNESCO. Donc, c'est pour vous dire quand même que ça a pris beaucoup de temps. Et on a été vraiment secoués par l'échéancier là parce que nous avions le livrable, la date du livrable, du rapport finalement final était en date du 17 août. Ce qui est extrêmement serré. Normalement, toutes les personnes qui font de la délibération pourraient dire que c'est un échéancier vraiment assez fou. Mais finalement, ça a fonctionné, même dans un contexte pandémique et dans un contexte de délibération en ligne, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'aides, beaucoup d'acteurs de réseau finalement. Il y a eu énormément d'aide ou d'entraide entre les différents acteurs institutionnels, la société civile, et puis il y avait une volonté aussi, ça a manifesté une volonté de participer à ce genre de processus. Donc pour revenir au 1er juillet, donc nous avons la confirmation officielle. Nous avons commencé à recruter les facilitateurs et les facilitatrices du 1er juillet au 15 juillet pour un début des ateliers délibératifs du 15 juillet jusqu'au 7 août. Donc à noter également que nous avions prévu à la base d'arrêter les ateliers le 1er août, mais on a décidé de le prolonger d'une semaine justement pour permettre à plus de facilitateurs et de facilitatrices de mener cette délibération. Donc, on a eu vraiment un 10 jours extrêmement condensé d'analyse et de rédaction pour finalement une publication le 17 août du rapport en anglais et du rapport en français. Celui en français a été publié vraiment récemment, il y a quelques semaines seulement, mais le but là, c'est de publier en anglais le plus rapidement. Donc, ça a été vraiment très condensé, mais ça a fonctionné parce que nous avons eu l'appui d'institutions qui nous ont beaucoup aidés. Alors, pourquoi une délibération internationale? Donc, je vais reprendre les mots de la proposition 13 de la recommandation de l'UNESCO qui se lit ainsi, début des citations. Prendre en considération les besoins spécifiques des différents groupes d'âge, des systèmes culturels, des personnes en situation de handicap, des femmes et des filles, des populations défavorisées,
marginalisés et vulnérables. Fin de la citation. Donc, c'est finalement pour répondre à cette proposition que nous avons décidé de mener une délibération internationale à distinguer de la consultation. Donc, j'ai utilisé plusieurs fois le terme de consultation, mais il ne faut pas se méprendre. La consultation, c'est une requête d'opinion. En fait, on fait de la consultation, par exemple, quand on fait un sondage. Nous, on a voulu faire de la délibération parce que nous voulions que les citoyens dialoguent, échangent, délibèrent, et nous voulions surtout créer du lien. Ça, c'était un aspect très important de notre processus, c'est-à-dire que les individus ne se sont pas juste connectés à l'ordinateur et ont répondu à des questions, mais ils se sont vus par l'intermédiaire des écrans. Ils ont vu des personnes qui étaient peut-être dans d'autres villes. Ils ont discuté pendant 3 heures. Ils ont travaillé pour formuler des décisions communes. Enfin, la délibération, c'est un processus vraiment à part. Donc, pourquoi une délibération internationale? Donc, évidemment, il y a toute une littérature philosophique sur la délibération. Mais pour revenir à une définition vraiment basique, la délibération, c'est un ensemble d'arguments, c'est un échange d'arguments entre plusieurs personnes qui visent à la formulation d'une décision commune. Donc le but, ce n'est pas d'arriver à un consensus. L'idée, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec les uns et les autres, mais c'est d'arriver à la formulation d'orientations communes qui sont basées sur nos différences et nos divergences et les rationalités qui les sous-tendent. C'est-à-dire que oui, nous ne sommes pas d'accord, mais nous arrivons à formuler quelque chose qui va pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une volonté générale et non pas une volonté agrégative d'opinion, par exemple. Donc, pourquoi la délibération? Parce qu'on pense qu'elle a une valeur épistémique, c'est-à-dire qu'elle crée une forme de connaissance, ou en tout cas, on valorise un certain type de connaissance qui est celle de l'expérience citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens aujourd'hui et citoyennes vivent avec l'IA, utilisent de l'IA, et donc, du fait d'être des utilisateurs ou des utilisatrices de l'IA, ils ont une certaine expérience qui est relative à une connaissance de l'IA. Donc, on pensait qu'il y avait une valeur épistémique. La deuxième valeur, c'est une valeur sociale, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire appel à des acteurs et des actrices de la société civile qui étaient vraiment sur le terrain pour créer des liens finalement entre nous, notre laboratoire de recherche, les institutions ou les gouvernements, les facilitateurs, la société civile. Donc, il y avait toute une chaîne finalement de liens sociaux qui a créé quelque chose vraiment de très beau et vraiment d'assez sans précédent finalement dans le cadre de l'éthique de l'IA. Souvent, ça tourne toujours autour d'un même secteur ou d'une même communauté. Et là, nous sommes allés dans des sociétés civiles, dans des associations qui n'étaient pas du tout concernées par l'éthique de l'IA, mais qui ont donné leur avis et qui ont participé à ce processus-là. Ensuite, la valeur politique, parce que l'idée, c'était de créer des partenariats entre différentes nations autour d'un sujet global. Donc, évidemment, nous sommes passés par des réseaux, notamment celui de la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui a été très utile parce qu'elle nous a permis de diffuser finalement l'information, ce qui nous a permis de recruter d'autres facilitateurs et facilitatrices. On a eu aussi la Commission d'Andorre qui a été aussi impliquée. On est passé par d'autres institutions qui étaient un peu plus officielles, on va dire. Donc, il y a vraiment une valeur politique parce que l'idée, c'est aussi de créer du lien entre ces différents États. Et ensuite, évidemment, la valeur humaine, parce qu'une délibération, ce sont des personnes humaines qui parlent et qui échangent et qui pensent et qui créent. Et donc, c'est peut-être ça la seule chose à se souvenir, c'est que ce sont des personnes humaines qui se sont vues, qui ont créé peut-être des relations amicales, peu importe, mais au moins, elles ont créé une relation. Et c'était tout l'objet un petit peu de la délibération dans un contexte aussi où le lien est quand même un peu plus déchiré dans un contexte pandémique et en ligne. Donc, voilà. Donc, la capture d'écran, c'est un atelier qui est organisé au Canada sur la thématique de l'IA digne de confiance. Et vous voyez, toutes les personnes ont un grand sourire. Alors, les consultations. Donc, on a mené on a créé 2 méthodologies pour avoir des données différentes. Donc, la première, c'était l'atelier de délibération, pardon, pour obtenir des données dites qualitatives, parce que l'atelier de délibération est un atelier qui est mené entre 8 à 10 participants. Donc, c'est un petit format, justement, pour créer une intimité, pour que l'on ait plus de temps pour formuler un argument, en tout cas un raisonnement qui soit plus riche, qui soit plus structuré, qui soit aussi peut-être plus rigoureux. Et donc, ça nous permettait d'avoir des données qualitatives. Et ensuite, on a mis en place le délit binaire. Donc, c'est un format entre le web binaire et la délibération. Donc, le terme, évidemment, n'existe pas, mais nous avons créé un concept qui est finalement une imbrication entre ces deux formats et qui visait à obtenir des données quantitatives. Donc là, c'est un format un peu plus large. Je vais revenir sur les distinctions un peu plus précises juste après. Mais voilà, donc il y avait 2 formats. La capture d'écran, c'est un atelier de délibération. Donc, vous voyez, il y a très peu de personnes, finalement 7 personnes en ligne.
dont le facilitateur est parfois la preneuse de notes ou le preneur de notes, donc qui est organisé au Sénégal sur la thématique aussi de l'IA digne de confiance, le 5 août, donc 2 jours avant la fin des ateliers. Donc, quelques petites différences entre l'atelier délibératif et le délibinaire. Donc, le premier format, celui de l'atelier délibératif, qui est finalement un format assez classique en délibération. Donc, finalement, on a importé la délibération qui est normalement face à face en ligne. Donc, par le biais d'une plateforme, ici, on a utilisé quand même majoritairement Zoom, mais les facilitateurs pouvaient utiliser n'importe quelle plateforme, tant qu'ils répondaient finalement aux différents objectifs. Donc, c'est 8 à 10 personnes, comme je l'ai dit, pendant 2h45 ou 3 heures. Souvent, ça a duré un peu plus de 3 heures quand même. Un déroulement en 5 étapes, donc avec différents livrables à chaque étape. Le thème était identifié par le facilitateur ou la facilitatrice à l'avance. Donc, nous, on faisait des propositions de thématiques et de cas d'application, finalement de cas d'usage de l'IA qui devaient être l'objet de la délibération. Et eux, en fonction de leur contexte, de leur relation aussi à ce cas d'application, pouvaient formuler une autre proposition. Ils pouvaient très bien nous dire non, nous on préfère travailler sur cette thématique plutôt que celle-ci parce qu'elle correspond davantage à notre contexte. C'est tout à fait possible. Donc là, on a obtenu des données qualitatives sur 2 à 5 recommandations spécifiques. Donc majoritairement, c'était quand même 3 recommandations. 5 recommandations, c'était quand même beaucoup. Mais c'était voilà, entre 2 et 5. Les groupes les plus motivés arrivaient jusqu'à formuler des critiques, ou en tout cas des ajustements, des amendements sur les 5 recommandations. Mais vraiment, majoritairement, c'était plutôt 3 recommandations. Ensuite, le délibinaire. C'est un format donc plus large, un peu différent, vraiment même très différent de l'atelier délibératif, qui visait à mobiliser entre 20 et 100 participantes durant 2 heures, donc vraiment un format plus court parce qu'il y a plus de personnes. Donc voilà, sur un thème aussi spécifique, donc c'est la même chose. Donc il y a toujours un thème qui est identifié à l'avance avec un cas d'usage, donc un cas d'application de l'IA. C'est un format de participation ouverte, c'est-à-dire que les participants pouvaient aussi participer sur le chat, pouvaient demander la main, enfin lever la main pour discuter. Et ça se faisait au nom d'une organisation. Donc ça, c'est un point important parce que les ateliers délibératifs se faisaient par des citoyens sans étiquette politique ou institutionnelle ou organisationnelle. Alors que des délibinaires, nous sommes passés par des canaux organisationnels. Donc là, nous sommes passés directement par exemple, le bureau de Rabat pour l'UNESCO a organisé un délibinaire, AI Global au Canada a organisé un délibinaire, Future Earth a organisé aussi un délibinaire. Donc voilà, nous sommes passés par des organisations, d'où l'idée d'avoir un plus grand échantillon de participants, parce qu'eux aussi ont un réseau plus important. Et ça permettait aussi d'avoir une expertise un peu plus spécifique. Notamment, par exemple, pour Future Earth, c'était vraiment lié à l'environnement. Donc, voilà. Alors, quelques conclusions méthodologiques avant de passer aux questions, s'il y en a. Les conclusions méthodologiques, donc, deux conclusions. La première, c'est qu'il faut être flexible dans la délibération pour mobiliser des participants dans un contexte d'été, d'abord. Il faut dire qu'on a fait ça durant l'été, dans un contexte pandémique, c'est-à-dire que souvent les personnes sortaient de confinement et voulaient profiter de l'été, mais ils se sont quand même mis en ligne pour délibérer sur l'IA et sur l'éthique de l'IA, qui n'est pas un sujet facile. Donc, ça montre bien l'intérêt, mais il fallait absolument être flexible, c'est-à-dire que, oui, il fallait être flexible parce qu'il y a certains groupes justement qui ne voulaient pas nécessairement le faire en ligne ou qui pensaient que l'atelier aurait pu durer plus de 3 heures ou souhaitaient faire autre chose. Mais l'important, c'était surtout de livrer. En fait, nous, on avait des livrables absolument qu'il fallait qu'on reçoive pour faire nos données, pour faire l'analyse de nos données. Mais après, la manière dont ça s'est fait, il y a certains groupes qui ont voulu le faire autrement. Je pense notamment à la communauté Micamac au Canada, communauté autochtone, qui ont décidé de le faire en face à face, mais qui nous ont rendu un rapport finalement. Donc, il a fallu être flexible. Si nous étions extrêmement rigides en refusant toute forme d'alternative, on n'aurait peut-être pas reçu autant, même c'est certain, on n'aurait pas reçu autant de contributions. Ça, c'est la première. La flexibilité de notre équipe et finalement de la méthodologie. Et la deuxième conclusion, c'est celle de l'adaptation du contenu de la délibération au public cible. Donc là, finalement, je reprends un peu les termes de Fatima et je reprends ce qui a été dit aussi juste avant, c'est-à-dire que la délibération, nous, on la propose, c'est-à-dire qu'on avait tout un ensemble d'outils, on avait une trousse à outils, en fait, une trousse à outils différents avec le guide de délibération, le guide à la prise de notes, le guide
à la facilitation, nous avions des fiches thématiques, on avait tout un ensemble de formations, finalement, d'outils de connaissances qu'on donnait aux facilitateurs. Mais eux, après, ils avaient des participants auxquels il fallait finalement répondre. En tout cas, il y avait des enjeux particuliers. Il faut savoir que nous avons développé tout ça au Canada, dans un contexte culturel qui est le nôtre. Donc, on n'avait pas du tout la prétention de dire que notre matériel allait correspondre à toutes les situations. Donc, on a aussi fait confiance et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on nous revenait aussi avec des adaptations, par exemple, de scénarios prospectifs que nous fournissions et ils rajoutaient certains détails qui étaient beaucoup plus enclins à correspondre au contexte culturel ou politique de la région ou du pays dans lequel, ou même de la ville dans laquelle la délibération avait lieu. Donc ça, c'est une photographie partagée par un participant. Donc ça, c'est un exemple intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au Bénin, ils ont décidé de le faire en face à face et non pas de le faire en ligne, évidemment en respectant les gestes barrières. Et ça a été fait sur la thématique de la diversité et de l'inclusion. Donc voilà, ça, c'était des très bons retours parce que ça montre aussi que notre méthodologie était assez flexible et elle a pu être réappropriée. Ça, c'est quelque chose de très important des libérations. On ne vient pas imposer quelque chose, mais on vient proposer des solutions ou des cadres qui peuvent être modulés par les participants eux-mêmes. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Donc, on va laisser les facilitateurs nous dresser quelques questions. Mais oui, effectivement, comme tu l'as souligné, l'importance d'être flexible pour être capable de justement... Mais c'est aussi de comprendre que tout le monde ne vit pas dans la même situation, que tout le monde n'est pas aussi habitué à s'exprimer dans des formats tels que les ateliers libératifs. Et c'est ça aussi l'ouverture d'esprit de la part de l'équipe. Je vais présenter maintenant Camille Lantaigne, chercheur en éthique en IA et qui a travaillé à l'analyse des résultats et qui aussi vous a préparé en fait une présentation comparative de la version la première version de la recommandation et de la deuxième version, dans le fond, qui s'adapte aux commentaires et qui vient répondre, qui dans le fond vient jumeler les commentaires qui sont faits durant le questionnaire, les commentaires que nous avons dressés dans notre rapport et aussi peut-être d'autres commentaires qui sont faits aussi à travers justement les consultations régionales et nationales directement avec les membres des États membres, directement avec les États membres. Donc Camille, je te laisse la parole. Donc, on débute ici avec l'action stratégique 1. Donc, d'abord, l'action stratégique, c'est la façon dont l'UNESCO a décidé d'organiser le document, la recommandation. Et on voit ici que l'action stratégique numéro 1, c'est promouvoir la diversité et l'inclusion. Donc, à l'intérieur de cette action stratégique, qui est promouvoir la diversité et l'inclusion, on a un nombre de propositions qui sont faites en lien avec ce thème-là. Donc, on regarde de façon générale ce que les participants ont dit en lien avec cette action stratégique, donc en lien avec la promotion de l'inclusion et de la diversité. On voit tout d'abord que il est important pour les participants de lutter contre les biais qui apparaissent dans les systèmes d'IA et qui reflètent les inégalités qui existent déjà dans nos sociétés, mais que c'était aussi très, très important d'éviter qu'il y ait un effet discriminatoire dans la façon dont les systèmes d'IA sont mis en œuvre. Donc, on a d'un côté la création, le développement des systèmes d'IA, et de l'autre, on a la mise en œuvre, donc l'application dans notre réalité de tous les jours. À ces deux niveaux, c'est crucial d'éviter ces effets discriminatoires-là. Donc, on regarde aussi que il est important pour les participants qu'il y ait une analyse intersectionnelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination ou de problèmes liés à la diversité des personnes en IA. Donc, analyse intersectionnelle, on pense tout d'abord à une analyse qui a une perspective sur le genre, une perspective sur l'ethnicité, une perspective sur la géographie ou sur la situation économique, mais on pense aussi à une analyse qui tient compte des connaissances plus techniques sur l'IA, des connaissances qui relèvent des sciences sociales, des connaissances qui relèvent de l'éthique, de la philosophie. Donc, tous ces aspects sont centraux pour réfléchir l'IA de façon éthique, de façon responsable. Donc, ensuite, on regarde, on voit que les participants
trouvent que c'est important d'avoir des équipes d'IA qui sont plus inclusives, mais que, évidemment, ce n'est pas suffisant. On veut aussi éviter en fait, dans les équipes d'IA, la diversité soit seulement une stratégie marketing ou une initiative superficielle. On ne veut pas de ça, puis il y a une réelle inquiétude. On veut passer à des changements qui sont importants dans la façon dont l'IA est conçue et par qui l'IA est conçue et développée. Et enfin, les participants ont trouvé que les propositions étaient pertinentes, mais souvent manquaient de spécificité et utilisaient un langage qui était trop faible, donc qui n'était pas assez incitatif envers les États membres. Si on regarde maintenant les actions stratégiques 2 et 3, donc l'action stratégique 2, c'est le marché du travail. Donc, cette action stratégique regroupe les propositions qui sont en lien avec le marché du travail. Donc, les participants ont dit d'abord qu'il y aurait un effet d'automatisation créé par l'IA et que cela aurait un impact sur le marché du travail. Et donc, c'était crucial d'avoir des opportunités pour renforcer ses capacités et aussi de se requalifier. Donc, on pense par exemple à l'éducation continue, donc avoir accès à des opportunités pour, par exemple, pouvoir se trouver un nouvel emploi ou acquérir de nouvelles connaissances pour continuer à être inclus dans le marché du travail. On regarde aussi en bas que la perte d'emploi affectera surtout les femmes et les personnes marginalisées. Donc, ça aussi, c'est un point qui a été souligné par les participants. Donc, si on se concentre maintenant sur l'action stratégique 3, donc les répercussions économiques et sociales, en lien avec cette action stratégique, les participants ont noté tout d'abord l'importance de la fracture numérique et donc les inégalités en termes d'accès à la connectivité aux infrastructures qui sont liées à l'IA. Donc, ça, c'est un point qui était très important pour les participants et ça n'a pas bien été adressé dans la recommandation. On note aussi que les participants trouvaient que la certification des systèmes d'IA, c'était généralement une bonne idée. Par contre, la proposition 57 qui traitait de cet aspect-là manquait de spécificité et aussi faisait référence aux dispositifs médicaux et les participants croyaient que ça ne devrait pas être le cas, cette référence-là ne devrait pas être faite dans la recommandation. Donc, si on regarde maintenant l'action stratégique 4, qui englobait tout d'abord la culture et les langues et ensuite l'environnement, bon, on voit tout d'abord que c'était important pour les participants d'adresser de façon efficace le traitement inégal des langues en intelligence artificielle et donc d'inclure des langues qu'on dit minoritaires, donc ça inclut aussi les langues autochtones. Donc, si on pense à l'IA, on travaille généralement en anglais. Les travaux, les applications qui sont faites sont généralement en anglais. Donc, on remarque ici ce traitement inégal des langues. Si on passe à l'environnement, les participants trouvaient important que le public soit beaucoup mieux informé sur les impacts environnementaux de l'IA et de la technologie de façon plus générale. C'était des connaissances que les participants trouvaient qui n'étaient pas assez répandues de façon générale. Les participants voulaient aussi voir deux propositions distinctes. Donc, dans la recommandation que les participants ont analysée, il y avait seulement une proposition liée à l'environnement. Les participants voulaient en voir au moins deux. Donc, tout d'abord, une proposition qui traite des impacts environnementaux de l'IA et ensuite, une proposition qui traite des applications de l'IA qui servent à combattre les changements climatiques. Ensuite, les participants ont noté que même quand l'IA est utilisée pour aider à préserver l'environnement, pour gérer les terres, par exemple, ça est quand même fait de façon coloniale. Donc, on peut penser dans ce cas-ci de façon oppressive envers les personnes autochtones. Si on regarde maintenant les actions stratégiques 5 et 6, donc on pense dans ce cas-ci à l'éducation.
Les participants ont noté qu'il devrait vraiment y avoir une prise de conscience générale qui est liée aux risques, aux opportunités d'avoir d'avoir l'intelligence artificielle en éducation. Mais c'était aussi important dans ce cas-ci de s'assurer que le consentement qui est donné en termes d'utilisation de l'IA était assez robuste. Donc, un consentement qui est très, très significatif parce que si on pense éducation, évidemment, on pense en partie aux enfants, aux personnes mineures. Donc, comment une personne mineure donne son consentement à ce que l'IA soit utilisée dans sa salle de classe, c'est un enjeu important et les participants voulaient que ce soit mieux adressé par la recommandation. On voit aussi que les participants étaient généralement en accord avec l'utilisation de l'IA dans les milieux éducatifs, mais qu'il y avait quand même des préoccupations importantes. Donc, une proposition qui a été faite pour adresser ces inquiétudes, c'est d'effacer par défaut les données des élèves quand ils atteignent la majorité pour éviter que ces données-là soient utilisées de façon malfaisante ou néfaste. Donc, on a noté aussi qu'il y avait des aspects émotionnels, des aspects sociaux qui sont très, très importants dans la relation enseignant-élève. Et cela doit être évidemment pris en compte quand l'IA est mise en œuvre en éducation. Et enfin, les participants étaient inquiets par rapport au fait que l'IA puisse augmenter les inégalités entre les étudiantes à l'école. Si on réfléchit maintenant aux actions stratégiques 7 et 8, donc celles-ci portaient sur le thème de la coopération et le développement international. On a noté que c'était important qu'il y ait la coopération internationale entre les différents pays, puisque on doit réduire les disparités qui existent entre les pays concernant le développement de l'IA. On a vu aussi que dans de nombreux pays du Sud, les gens sont confrontés à des problèmes qui, de un, compliquent le développement de l'IA, mais compliquent aussi l'applicabilité des normes éthiques. Donc, on remarque en fait qu'il n'y aura pas de solution miracle pour tout le monde. Donc, les solutions doivent être personnalisées, adaptées aux besoins des différents pays, aux besoins des différentes sociétés. Donc, c'est donc très important de contextualiser les normes, de porter attention aux situations sociales, aux situations politiques, aux situations économiques des pays. Et enfin, les participants voulaient que les relations de pouvoir et les inégalités structurelles qui existent d'abord entre les pays eux-mêmes, mais aussi entre les pays et les entreprises soient reconnues, et aussi reconnaissent le fait que souvent ces inégalités sont le résultat d'injustices historiques. Et donc, tout cela doit être pris en compte pour éviter que la coopération internationale soit une illusion ou ne soit pas efficace, qu'elle soit en fait, si on peut reprendre le terme que j'ai utilisé plus tôt, une stratégie marketing, donc utilisée à des fins simplement d'apparence. Donc, on veut éviter ça. On regarde maintenant les actions stratégiques 9 et 10. Donc, action stratégique 9, on a ici la gouvernance. Donc, en lien avec cela, les participants ont dit qu'en fait, on avait certaines critiques par rapport au processus de consultation de l'UNESCO. On a noté notamment que on avait une structure qui était préétablie et non un co-développement. Donc, le groupe d'experts qui a été mandaté par l'UNESCO a créé cette première version de la recommandation qui a ensuite été soumise au public de façon générale. Donc, ça aussi, ça a été critiqué. On aurait voulu voir un peu plus de co-développement, donc une distribution plus égale entre la société civile et les experts. Et ça nous amène aussi au point concernant l'importance de l'inclusion et de la diversité au sein de la recommandation. Certaines personnes ont noté
que dans la première version, du moins, elle se sentait tokenisée ou instrumentalisée par cet appel-là à l'inclusion et à la diversité, parce que concrètement, on ne fait pas réellement la place aux différentes façons de faire, aux différentes perspectives. Au moment du développement, on ajoutait seulement cette perspective-là, alors que le document était déjà écrit. Et donc, il y avait quand même beaucoup de scepticisme par rapport à l'impact de la consultation. On regarde aussi les participants trouvaient que c'était important d'avoir des tiers parties qui feraient partie de la gouvernance et de l'évaluation des systèmes d'IA. Donc, on a mentionné l'UNESCO et les Nations Unies. Donc, les participants n'avaient pas à 100% confiance envers leurs divers gouvernements et aussi n'avaient définitivement pas confiance envers les compagnies privées. Donc, ensuite, on note que les participants trouvaient crucial d'avoir un processus qui est fiable, qui est juste pour contester les résultats d'un système d'IA et les décisions prises selon ces résultats. Donc, on voulait vraiment un mécanisme pour s'assurer que si un système d'IA rend une décision, on puisse avoir des explications et on puisse contester. Donc, si on regarde ensuite l'IA digne de confiance, qui est l'action stratégique 10, les participants ont noté, en fait, l'importance d'ajouter la compréhensibilité à l'explicabilité. Donc, tout d'abord, le terme d'explicabilité en IA, dans ce contexte-ci, fait référence à la capacité d'un système d'IA d'être expliqué de façon claire au public ou simplement à une autre personne, donc peu importe sa position dans la société, d'être en mesure d'expliquer pourquoi le système d'IA a atteint un certain résultat, par exemple. Donc ça, c'est le contexte, le terme d'explicabilité. Ensuite, le participant suggère ici la compréhensibilité. Donc, ce que vient ajouter la compréhensibilité, c'est un focus sur la personne qui reçoit l'explication. Donc, si on veut expliquer un système d'IA ou le résultat d'un système d'IA à une personne, il faut évidemment prendre en compte tout d'abord la langue que la personne parle. Donc, c'est très crucial. Si on donne une explication en anglais et que la personne ne parle pas anglais, l'explication, essentiellement, ne sert à rien. On prend aussi en compte le niveau de connaissance. Donc, on ne donnera évidemment pas la même explication à une personne qui se spécialise en apprentissage profond qu'à une personne qui n'a à peu près pas de connaissance en intelligence artificielle. L'explication va être très différente. Donc, d'ajouter la compréhensibilité, c'est d'ajouter cet aspect-là de vraiment adapter nos explications aux personnes qui les reçoivent. Donc, on voit aussi que les participants ont clairement dit que la confiance qu'ils avaient, la confiance qu'ils pouvaient avoir envers les systèmes d'IA, c'était réellement envers les humains, envers les processus qui font en sorte que les humains créent des systèmes d'IA ou pourraient créer des systèmes d'IA de façon responsable. Donc, la confiance n'est vraiment pas dirigée envers les technologies elles-mêmes. Donc, c'est vraiment envers les humains. Et les participants ont aussi noté les problèmes qui pourraient arriver s'il y avait trop de transparence. Donc, on veut souvent parler de transparence en IA, mais si, par exemple, les compagnies qui développent des systèmes d'IA sont trop transparentes, eh bien là, il y aurait des risques quant à des personnes qui auraient des intentions malfaisantes, qui pourraient pirater le système d'IA, par exemple. Et les participants ont développé, ont réfléchi en fait à des solutions. Donc, par exemple, donner de l'information de façon qui est modulée au rôle de la personne. Donc, on donne certaines informations au public de façon large. On peut donner une information qui est plus complète à une personne qui, par exemple, travaille dans un gouvernement. Donc, c'est vraiment de moduler l'approche et de donner l'information qui est pertinente pour limiter
les risques pour les systèmes d'IA. Si on passe maintenant à l'action stratégique 11, donc elle englobait le thème de la responsabilité et aussi le thème de la vie privée. Donc, en termes de responsabilité, on veut qu'il y ait des communications envers le public concernant le système d'IA. Donc, on veut que l'information soit transmise de façon qui est appropriée pour les experts, pour les non-experts. Donc, ça nous amène à éviter ce phénomène-là de boîte noire, donc de système d'IA qui remet un résultat, qui remet une décision, mais en fait, personne n'est en mesure d'expliquer pourquoi, comment, quelles données, quel élément de l'algorithme a contribué à cette décision-là. On veut éviter ça. On veut des systèmes d'IA qui soient explicables. On veut aussi plus d'informations concernant les impacts environnementaux et aussi des mécanismes pour soumettre des plaintes, demander des réparations par rapport aux résultats qui sont émis par le système d'IA. Donc, les participants ont aussi noté que la responsabilité, elle doit être attribuée aux humains et pas au système d'IA. Donc, si une erreur survient, ultimement, c'est l'humain qui est responsable, ce n'est pas le système d'IA. Ensuite, on regarde la vie privée. Les participants, généralement, ont trouvé que la recommandation devrait être plus sévère en termes de vie privée. On a trouvé, par exemple, que le terme « encourager », qui était utilisé assez souvent dans la recommandation, les participants trouvaient que c'était un terme inadéquat. Ils voulaient un terme qui était beaucoup plus fort. Donc, en lien avec la vie privée, on veut aussi des conséquences qui soient importantes pour les compagnies qui enfreignent le droit à la vie privée. Donc, on veut des conséquences essentiellement qui vont les arrêter de violer ce droit à la vie privée. Ensuite, on veut aussi que la recommandation porte attention non seulement au droit à la vie privée, mais aux autres droits de la personne. Et on veut aussi que, dans ce contexte, les inégalités historiques et systémiques soient reconnues. Et enfin, les participants ont demandé que la recommandation reconnaisse leur souveraineté et leur contrôle réel de leurs données. Et enfin, on regarde les autres contributions. Donc, essentiellement, ce sont des éléments d'information qu'on a trouvé très pertinents, mais qui ne se trouvaient pas directement en lien avec les actions stratégiques. Donc, tout d'abord, en lien avec l'information et la communication, on note que la personnalisation du contenu, c'était très important que ce soit adressé dans la recommandation pour les participants, et notamment qu'on adresse les effets négatifs, donc la menace que ça comporte pour l'agentivité, pour l'autonomie. Donc, ça a vraiment un impact majeur sur la manière dont les gens accèdent à l'information. Donc, on voulait que cela soit reconnu dans la recommandation. Ensuite, on voulait aussi qu'il soit reconnu que la personnalisation du contenu joue un rôle important quant à l'amplification de la désinformation. On notait aussi qu'il serait important de condamner la manipulation politique à travers les systèmes d'IA et aussi de noter l'impact de l'IA sur le journalisme. Donc, ça aussi, ça devrait être adressé par recommandation. Et enfin, on passe aux critiques du solutionnisme technologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Essentiellement, les participants trouvaient que la recommandation était parfois trop enthousiaste à l'égard de l'IA, à l'égard des promesses qui relèvent de l'IA. Et donc, on tombait parfois dans une attitude de solutionnisme technologique, de techno-optimisme. Donc, essentiellement, c'est l'idée que la technologie pourrait résoudre tous les problèmes, même si, évidemment, ce n'est pas le cas. On a noté aussi que les connaissances autochtones étaient mises de côté et c'est en fait à son détriment et qu'on mettait toujours de l'avant une logique très, très occidentale, donc d'optimisation, de rationalisation derrière les systèmes d'IA.
Et enfin, on voulait non seulement, oui, regarder le design éthique, l'inclusion au sein de l'IA, mais vraiment, on voulait porter un regard sur la façon dont la technologie transforme nos rapports avec le monde d'une façon très, très fondamentale. L'analyse comparative, essentiellement, les participants, dans le contexte de notre consultation, ont délibéré sur la version 1, donc la première version de la recommandation. Nous avons soumis notre rapport à l'UNESCO et l'UNESCO avait aussi deux autres canaux pour recevoir des commentaires sur la recommandation. Et une fois que tout cela a été reçu, utilisé par les experts, l'UNESCO a lancé une deuxième version le 7 septembre. Donc, essentiellement, ici, je viens faire une analyse comparative entre les deux versions. Donc, la question qui se pose ici, c'est est-ce que les commentaires, est-ce que les inquiétudes, les suggestions qui ont été faites par les participants, oui, dans le contexte du Open Dialogue on AI Ethics, mais aussi plus largement, bon, est-ce que les participants ont été écoutés? Quel a été le résultat de la consultation? Donc, tout d'abord, les participants ont noté que la définition des acteurs de l'IA n'était pas assez complète. Donc, on voit ici dans la version 1 et on voit ensuite dans la version 2 que l'UNESCO a ajouté plusieurs exemples, a donné une définition qui est en fait beaucoup plus large, beaucoup plus complète des acteurs de l'IA. Et ça, évidemment, c'est essentiellement la base. Donc, de qui on parle, à qui devrait s'appliquer la recommandation, c'est très, très important. Donc, on voit ici un des effets qu'a pu avoir la consultation de l'UNESCO. Donc, d'autres commentaires de façon plus générale, on voit qu'il y a une nette augmentation de la mention du cycle de vie de l'IA dans la deuxième version de la recommandation. Et ça, en fait, c'est important parce qu'on vient reconnaître, par exemple, pas seulement le déploiement ou pas seulement le design des systèmes d'IA, mais vraiment l'espèce de suite d'étapes qui mène en fait de la conception à la mise en œuvre dans notre quotidien. Donc, c'est important de reconnaître toutes ces étapes-là parce qu'à toutes ces étapes, il peut y avoir des enjeux éthiques qui s'y trouvent. Donc, très important. On a aussi une organisation de la recommandation qui est beaucoup plus claire. Donc, on avait un nombre de sections, de sous-sections qui est un petit peu difficile à suivre. Donc, on note une nouvelle organisation ici dans la deuxième version. On note aussi l'ajout d'une obligation de solidarité. Et essentiellement, cette obligation-là de solidarité est part en fait des pays qui sont les plus développés, les plus fortunés en termes d'infrastructures pour l'IA. Et ils ont une obligation de solidarité envers les pays qui ont moins d'infrastructures en termes d'IA. Donc, on veut vraiment ici, tout d'abord, reconnaître les disparités géographiques et les dynamiques de pouvoir et aussi les adresser de façon concrète. Donc, de façon générale aussi, l'UNESCO, en fait, et là, je cite la recommandation de la deuxième version, l'UNESCO reconnaît que les États membres se trouveront à différents stades de préparation pour mettre en œuvre la présente recommandation. Donc, on voit ici cette reconnaissance qui est très, très importante, en fait, du fait que chacun a son contexte et chaque contexte doit être tenu, on doit tenir compte de chaque contexte, on doit adresser chaque contexte. C'est très, très important si on veut que la recommandation soit appliquée de façon efficace. Donc, si on regarde la section concernant les valeurs et les principes dans la recommandation, on voit maintenant que le trustworthiness, donc qui était en fait, qu'on peut traduire par crédibilité ou l'IA digne de confiance, dans la première version, c'était une action stratégique. Maintenant, c'est généralement une valeur. Donc, ça
s'applique en fait au document, à la recommandation au complet. On veut vraiment que, de façon générale, peu importe l'élément ou le contexte d'IA duquel on parle, on doit avoir une IA qui est digne de confiance. On note aussi dans les valeurs et les principes qu'on est passé d'une perspective qui était beaucoup plus anthropocentrique à une perspective qui est maintenant écocentrique. Donc, je mets ici une comparaison très rapide. Donc, dans la version 1, on parle de l'humanité, des individus, des sociétés, de l'environnement. Et on note dans la deuxième version qu'on a ajouté de l'environnement et des écosystèmes. Donc, on a ici perspective écocentrique, donc qui inclut les écosystèmes. Mais ce n'est pas seulement en fait à ce moment-là précisément, c'est vraiment un thème qui traverse la recommandation de façon très forte. Et donc, tout au travers de la recommandation, maintenant, on reconnaît l'importance de l'environnement et des écosystèmes, quand dans la première version, c'était seulement en fait reconnu. On ne reconnaissait pas les écosystèmes tout d'abord, et l'environnement était seulement reconnu, en fait, ou presque, dans cette section qui lui était dédiée. Donc, on remarque que la recommandation, la deuxième version, prend une perspective qui est beaucoup plus écocentrique. Ensuite, on s'est débarrassé des deux groupes de principes distincts. Donc, dans la première version, on avait deux groupes. On a remarqué que ça n'apportait pas énormément à la recommandation, donc on s'en est débarrassé. On note aussi qu'il y a une modification au principe de proportionnalité. Donc, dans la première version, le principe de proportionnalité notait que un système d'IA ne pouvait pas ne pouvait pas enfreindre de façon excessive les valeurs qui étaient présentées. Donc, les valeurs comme les droits humains, les valeurs comme l'environnement et les écosystèmes. Et les participants trouvaient que c'était quand même problématique parce que quand on en vient à définir qu'est-ce qu'une enfreindre de façon excessive, il y a énormément de place pour en fait se rendre à une violation, par exemple, des droits humains pour avoir des effets qui sont extrêmement néfastes sur l'environnement et les écosystèmes. Donc, les participants n'appréciaient pas cette possibilité-là d'aller trop loin. Et donc, il y a eu modification. Maintenant, on dit simplement que l'IA ne devrait pas enfreindre les valeurs et les principes qui sont présentés dans le document. Et enfin, on a ajouté le terme de compréhensibilité pour accompagner l'explicabilité. Donc, j'expliquais les deux termes un peu plus tôt. Et donc, on a été assez heureux de voir en fait que le terme qui avait été utilisé, donc compréhensibilité, ce n'est pas un terme qu'on voit très souvent, c'est peut-être même pas un mot reconnu par exemple, l'Office de la langue française, mais ça a été repris comme tel, donc ça, c'était très intéressant. Donc, on passe dans ce cas-ci au domaine stratégique 1. Donc, domaine stratégique, un petit peu comme les sections de la première version. Donc, on avait dans la première version des actions stratégiques. Maintenant, on passe à des domaines stratégiques. Essentiellement, à peu près la même chose. Mais on voit ici que le premier domaine stratégique, c'est l'étude d'impact en matière d'éthique. Donc, on en avait un qui était différent dans la première version. Donc, si on regarde sur le thème de l'impact en matière d'éthique, on a noté des nouveaux thèmes qui étaient discutés dans la proposition 51. Donc, par exemple, l'impact de l'IA sur la pauvreté, le fossé qui existe entre les personnes riches et les personnes pauvres, et aussi l'impact de l'IA en lien avec la fracture numérique, non seulement au sein des pays, mais entre les pays aussi. Donc, on voit ici, par exemple, dans la version 1, la proposition 95 disait que les États membres sont encouragés à mettre en place. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt du terme encourager et comment ce n'était pas un terme qui était adéquat selon les participants. Donc, on voit
ici, dans la version 2, donc la proposition 95 est devenue la proposition 50, mais on remarque aussi le changement de terminologie. Donc, maintenant, les États membres devraient mettre en place, donc terme un peu plus fort que encourager. Et on remarque aussi la reconnaissance des droits des groupes vulnérables et aussi des droits du travail. Donc, deux ajouts importants qui n'étaient pas dans la première version. Donc, on passe maintenant au domaine stratégique 2, donc en ce qui concerne la gouvernance et la gestion éthique. On note tout d'abord que dans la version 1, on parlait ici d'encourager les entreprises du secteur privé à mettre en place des mécanismes de réparation. Donc, il y avait eu quand même quelques critiques par rapport à cette phrase spécifiquement, parce qu'on notait que les États eux-mêmes, en fait, déploient aussi des systèmes d'IA. Donc, on trouvait que c'était pas assez, que ça n'englobait pas tous les cas possibles. Donc, dans la version 2, on note quand même une terminologie qui est plus large. Donc, en mettant en place des mécanismes d'exécution solides, des mesures correctives afin de s'assurer que les droits de l'homme et l'état de droit soient respectés. Donc, pas directement un ajout par rapport, par exemple, aux États, mais quand même une référence aux droits de l'homme, à l'état de droit. Donc, quand même un ajout important. Donc, si on continue sur la gouvernance et la gestion éthique, on note tout d'abord qu'on s'est débarrassé de la comparaison avec les dispositifs médicaux dans le contexte de la certification des systèmes d'IA. On note aussi l'ajout de références par rapport aux inégalités culturelles. Ainsi, ici, on voit en fait la désinformation, la diffusion d'idées antidémocratiques. Donc, on a ajouté ça dans la deuxième version. Et on a vu aussi un peu plus tôt, comme je le disais, que les participants notaient que c'était des éléments importants à ajouter. Donc, on voit que ça a été reflété ici. Et on remarque aussi dans la proposition 69 que l'UNESCO suggère en fait que les États membres donnent le pouvoir d'imposer des conséquences judiciaires à leur système de justice. Donc, ça aussi, c'est très important parce que ça vient essentiellement donner un effet qui est beaucoup plus fort. Donc, on vient essentiellement renforcer la recommandation pour qu'elle ait, dans le futur, des impacts solides. Donc, on ne vient pas seulement faire des suggestions quant à la façon dont les États devraient créer et mettre en œuvre l'IA de façon éthique, mais on vient vraiment demander aux États d'avoir des conséquences tangibles et judiciaires, donc pour les systèmes d'IA qui ne seraient pas éthiques. Donc, si on regarde maintenant le domaine stratégique 3, c'est les politiques en matière de données. Donc, ça, c'est quand même un ajout intéressant. Et on remarque ici que la proposition 74 dans la version 2 nous dit « Les personnes conservent des droits sur leurs données personnelles ». Donc, dans ce cas-ci, on peut penser aux commentaires sur la souveraineté, sur l'importance d'avoir un contrôle, un vrai contrôle sur ces données. C'est reflété ici. Et on regarde aussi, par exemple, le domaine stratégique 4 par rapport au développement et à la coopération internationale. On note ici une reconnaissance des recherches sur l'applicabilité des cadres éthiques qui sont adaptés selon les cultures, les contextes et aussi, en fait, les possibilités par rapport aux solutions réalisables sur le plan technologique. Donc, encore une fois, ici, on vient reconnaître l'importance de contextualiser, reconnaître le fait qu'une solution éthique ne sera pas une solution une seule solution qui s'appliquera de façon uniforme à tous.
On passe maintenant au domaine stratégique 5, donc l'environnement et les écosystèmes. On note ici, par exemple, la proposition 87. Donc, on vient reconnaître le fait que les systèmes d'IA devraient reposer sur la participation des communautés locales, des communautés autochtones, tout au long de leur cycle de vie, et aussi favoriser, par exemple, l'économie circulaire, la consommation de production, la consommation et la production durable. Donc, c'est des ajouts importants qui viennent vraiment renforcer l'idée que les impacts environnementaux doivent être pris au sérieux. On regarde aussi le domaine stratégique 6 par rapport à l'égalité des genres. On remarque dans la deuxième version que les propositions qui sont liées à l'égalité des genres, à la diversité, ont maintenant leur propre section. On remarque aussi que la recommandation dans sa seconde version parle d'identité de genre au pluriel, pas seulement des femmes. Et on note aussi qu'on aborde en fait plusieurs inégalités que l'IA ne devrait pas exacerber. Donc la recommandation ici gagne en spécificité. Donc on passe maintenant au domaine stratégique 7, donc c'est-à-dire la culture. On note dans cette proposition, en fait dans ce domaine stratégique, on parle plutôt de langue en péril et non seulement de langue rare. Et on remarque aussi une nouvelle proposition, la proposition 99 ici, qui suggère en fait que l'IA devrait favoriser une offre diversifiée et une pluralité d'accès en matière d'expression culturelle et aussi améliorer la visibilité des contenus locaux. Donc, on a ici ces phrases-là qui font référence en fait à l'importance de l'accès à l'information, à l'effet qu'a l'IA sur l'information et la communication. Donc, on peut y voir, comme je le mentionnais un peu plus tôt, une réponse aux inquiétudes qui ont été mentionnées par les participants. Si on regarde maintenant le domaine stratégique 8, donc on parle ici d'éducation et de recherche. Dans la version 1, on nommait quelques compétences préalables qui étaient importantes d'offrir aux personnes, en fait, à tout le monde. Mais maintenant, ces compétences préalables ont vraiment été améliorées. Donc, on a ajouté plusieurs autres compétences. Donc, dans la première version, on nommait, par exemple, l'importance d'être en mesure de lire les nombres, très important. Mais évidemment, il y a plus que ça. Donc, on voit ici l'éducation aux médias et à l'information, l'esprit critique, le travail en équipe, la communication, les compétences socio-émotionnelles. Donc, on a vraiment une plus vaste définition des compétences préalables en IA. On remarque aussi que la deuxième version de la recommandation reconnaît les dimensions affectives et sociales en éducation et aussi les relations enseignant-élève et élève-élève. Donc, ça, comme je l'ai mentionné, c'était au cœur des préoccupations des participants et ça a maintenant été ajouté à la deuxième version. Donc, très heureux de voir ça. Si on passe maintenant au domaine stratégique 9, qui traite de l'économie et du travail, on note que la version 2 aborde maintenant les rapports d'égalité entre certains pays et aussi entre les grandes entreprises. Et ce qui est en fait le plus marquant, si on peut dire comme ça, c'est que la recommandation reconnaît le risque d'exploitation par les grandes entreprises. Donc, on peut penser dans ce cas-ci aux entreprises comme Facebook, Google, Amazon. Donc, le risque qui est exploitation par ces compagnies et d'autres envers les pays qui n'ont pas autant d'infrastructures, qui n'ont pas autant de développement au niveau de l'IA. Et on passe ensuite au domaine stratégique 10, donc le dernier. Et on parle ici de santé et de bien-être social. Donc,
très nouveau. On marque des propositions concernant l'interaction des humains et des robots. Donc ça, ce n'était pas du tout présent dans la première version. Et on remarque aussi, en fait, des nouvelles propositions qui sont liées au journalisme, à la désinformation et ainsi qu'au discours haineux. Donc, chacun sont des éléments que les participants ont nommés comme étant des éléments qui devraient apparaître dans la recommandation. Donc, nous sommes évidemment très satisfaits de voir que ça a été ajouté. Donc, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans le chat. Donc, je mentionnerai seulement que le processus de la recommandation n'est pas terminé. Maintenant, c'est au tour des États membres de donner leur feedback, leurs commentaires sur la recommandation. Et puis, cela sera fait, je crois que leur date limite est le 31 décembre. Oui, exactement. Donc, le 31 décembre 2020, les États membres doivent soumettre leurs commentaires et enfin, la recommandation finale sera soumise au vote des États membres avant la fin de l'année 2021. Donc, le processus se continue. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation longue, mais très riche en informations. Donc, vous pourriez bientôt éventuellement trouver cette analyse comparative de la version 1 et version 2 sur notre site Internet, Camille, ainsi que Lucia avec notre directeur Marc-Antoine. Donc, Lucia est une de nos co-chercheurs qui a travaillé sur l'analyse de la recommandation version 1 et version 2, en plus de travailler sur l'analyse des résultats. Toute cette équipe-là est en train de produire un article justement sur les faits saillants de cette analyse. Sinon, ben, nous, on a simplement à dire merci à nos partenaires sans qui ce projet n'aurait pas été possible. On pense au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, à l'UNESCO, à l'Université de Montréal, à MILA, à IVADO, CIFA, MICE Institute, la Fondation Asie-Pacifique du Canada, The Future Society, bien sûr l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, Future for Earth et MICE. Et je pense aussi à C-Minds et à IVADO. En tout cas, je pense à vraiment beaucoup de partenaires qui ont rendu ce projet possible. Nous, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se dit à une prochaine fois. Ça a vraiment été un plaisir de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. Sachez que toutes les informations vont se trouver dans l'onglet description. Donc, vous pourrez trouver les informations telles que nos adresses courriels, notre site Internet. N'hésitez surtout pas à nous écrire si vous voulez de la documentation par rapport à ce processus. Il nous fera plaisir de vous en fournir. Sur ce, on vous dit bonne journée.